Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Anne-Marie Boucher qui vient nous parler de pauvreté et santé mentale. Plus tard, à l'Espresso et à l'Espresso allongé, on vous propose Survivre aux personnalités difficiles. En début de deuxième demi, Ève Cardinal vient avec son sujet Isolement, solitude et santé mentale. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Mordicus et la chanson s'intitule Top Modèle. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce. Je suis en compagnie d'Anne-Marie Boucher. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Et bienvenue encore une fois à Folie douce. C'est toujours un grand plaisir de venir vous visiter. Toujours un plaisir de te recevoir sur nos ondes. Tu es responsable aux communications et à l'action sociopolitique au RRASMQ. Qui veut dire? C'est le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Ah, voilà. Alors, c'est un organisme qu'on va justement définir un peu, mais on va surtout parler aujourd'hui de pauvreté et santé mentale. En fait, tu vas nous élaborer alentour de ça. Qu'est-ce que fait le regroupement? Quel est son rôle? Le regroupement, grosso modo, en fait, il est né en 1983 dans le but de mettre en lien des ressources alternatives qui existaient déjà sur leur territoire un peu partout au Québec. Ouais. Et en gros, le regroupement, c'est un lieu de réflexion, de formation, d'action politique aussi. Donc, c'est principalement un regroupement d'une centaine de ressources alternatives qui sont de diverses sortes. Donc, on a des centres de jour, des centres de soir, des centres de crise, des groupes d'entraide aussi qui sont fort nombreux parmi nos membres, des centres de traitement alternatifs aussi. Et dans le fond, on réseaute, on met en commun les groupes et toutes nos activités se font toujours dans une alliance entre les personnes professionnelles et les personnes premières concernées. Donc, on se fait toujours ça avec les personnes qui fréquentent les ressources et les intervenantes aussi. Et pourquoi c'est important d'avoir un regroupement? Parce qu'on sait que le monde communautaire, il y a quand même une grande variété d'organismes puis une grande variété de gens qui travaillent auprès des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Pourquoi c'est important d'avoir des regroupements? Bien, d'une part, parfois, c'est pour mettre l'information en commun. Donc, il y a des ressources qui vivent toutes sortes de réalités sur le terrain, mais qui ne sont pas toujours au courant de ce que vivent les autres ressources alternatives. Donc, c'est sûr que de pouvoir mieux connaître les réalités, de mieux former, de mieux accompagner les ressources aussi, c'est une des utilités du regroupement. Évidemment, il y a des revendications politiques aussi qui peuvent naître à partir de l'expérience des personnes qui fréquentent les ressources. Donc, on va être un porteur au niveau national de ces revendications-là. On essaie aussi de nourrir l'analyse, la réflexion autour de l'alternative parce que comme c'est un mouvement qui est relativement marginal dans le paysage de la santé mentale, ça demande une énergie pour maintenir ce mouvement-là, pour continuer la réflexion, pour que ce mouvement-là soit constamment en mouvement. On le dit, on parle souvent d'un mouvement social alternatif en santé mentale. Donc, on veut garder notre pensée vivante en mouvement puis s'adapter aux différentes réalités puis suivre aussi les réalités des personnes. C'est ça, il faut toujours aller de l'avant. Oui, on va parler aujourd'hui un bon sujet que tu nous amènes. En fait, c'est un bon sujet. C'est plutôt triste, mais c'est un bon sujet. Il faut en parler. Donc, c'est la pauvreté et santé mentale. Je l'ai dit un peu simplement, mais je pense que c'est un peu plus quand même élaboré que ça. Hein? Oui, bien, en fait, pourquoi on avait envie d'amener ça au regroupement, c'est suite à une discussion qu'on a eue dans nos instances. Donc, au CA, on se demandait c'est quoi les enjeux dont il fallait qu'on parle de façon prioritaire. Et ce qu'on voit beaucoup dans les ressources alternatives, c'est que les gens souffrent, de problèmes de santé mentale, souffrent de la façon dont la société répond à leurs problèmes de santé mentale, à leurs souffrances, à leurs émotions, mais aussi ils souffrent énormément de la pauvreté. Donc, c'est quelque chose qui est très présent dans nos ressources, puis c'est pour ça qu'on trouvait ça important d'amener le sujet aujourd'hui. Et c'est aussi, ça passe par là, parce que, je veux dire, c'est certain que si on a un problème de santé mentale, qu'on soit ou pas pauvre, bon, on va l'avoir quand même, mais ça passe un peu mieux quand on est un peu plus confortable pour avoir au moins nos besoins de base, puis avoir même un certain extra, là. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, le lien entre la pauvreté et la santé mentale, en fait, c'est un lien qui va dans les deux directions. Parce que ce qu'on voit beaucoup dans la littérature scientifique, par exemple, c'est le fait que quand on regarde au niveau des statistiques, si on est en situation
situation de pauvreté, on a beaucoup plus de chances de développer un trouble de santé mentale ou de la détresse psychologique, par exemple. Et ça, à cause de 3 raisons, disons, qui sont liées à la pauvreté. D'une part, quand on est en situation de défavorisation, quand on est en situation de pauvreté, on a moins de ressources pour faire face à des événements difficiles de la vie. Donc, une perte d'emploi est beaucoup plus grave quand on n'a pas de coussin de sécurité ou quand on n'est pas propriétaire de notre maison, par exemple, des éléments comme ça. Donc, dans le fond, le stress va être plus grand quand il y a des événements qui surviennent dans la vie. La deuxième raison, c'est que souvent, les réseaux sociaux, quand on est en situation de pauvreté, nos réseaux aussi ont des bonnes chances d'être aussi en situation de pauvreté. Donc, eux-mêmes ont peu de ressources pour nous accompagner. À contrario, à quelqu'un qui se retrouve, par exemple, en perte d'emploi puis que le beau-frère peut lui prêter 15 000 $. On n'est pas toujours dans des situations comme ça où notre réseau social est à même de nous aider. Puis la troisième raison qui a un lien comme ça, c'est que souvent, quand on est dans une situation de pauvreté, on a moins de pouvoir, donc moins de capacité à réagir au stress parce que, dans le fond, on a moins de choix, on a moins d'options. Les choix sont réduits du fait qu'on n'a plus de capacité économique puis qu'il y a beaucoup de choses qui passent par ça dans notre société. Donc, c'est des facteurs de stress, dans le fond, qui vont venir mettre les gens dans une situation de fragilité. Est-ce que la situation, d'après vos observations au regroupement, est-ce que ça s'est quand même amélioré? Parce que on dit souvent, évidemment, le salaire minimum monte un peu, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même mieux que ce que c'était avant. Puis il semble y avoir aussi, surtout pour les familles, par exemple, des programmes sociaux qui vont aider justement à donner soit par des subventions ou des allocations, des choses comme ça. Est-ce que quand même, de façon générale, ça s'est quand même amélioré la situation économique des gens? C'est sûr que dans les 15 dernières années, si je ne me trompe pas, la situation des familles s'est nettement améliorée. Il y a eu beaucoup de programmes qui ont ciblé les familles, entre autres dans une optique de mieux accompagner les familles pour que les enfants soient eux-mêmes moins en difficulté. Donc, on sait socialement que des familles qui ont moins de misère économiquement vont avoir des enfants qui vont avoir moins de stress, donc ils vont être plus heureux, plus épanouis. Par contre, pour les personnes seules, l'évolution de ce côté-là est beaucoup moins intéressante, moins grande. Le dernier plan de lutte à la pauvreté, qui s'appelle plus un plan de lutte à la pauvreté d'ailleurs, qui a été adopté en décembre dernier par le gouvernement du Québec, c'est un plan en fait qui propose d'augmenter le revenu des personnes prestataires de l'aide sociale qui ont une contrainte sévère à l'emploi, mais il propose d'augmenter le revenu à partir du moment où ils auront passé 66 mois sur l'aide sociale et à ce moment-là, ils auront progressivement un rehaussement pour rejoindre la mesure du panier de consommation. 66 mois, si je compte bien, c'est 5 ans et quelque chose. C'est quand même 5 ans et demi à manger de la misère avant de voir sa situation améliorée, alors même que c'est des personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi. Donc, on sait qu'il y a de fortes chances qu'elles ne peuvent pas occuper un travail à temps plein, par exemple. Et même quand la personne a des contraintes sévères à l'emploi, je ne savais pas encore si ça existait toujours, cette distinction-là. Mais c'est pas énorme, là, la différence de revenus. Là. On parle pas du double, là, au contraire. Là. Non, puis on parle pas d'une sortie de la pauvreté. Donc, selon les indicateurs de pauvreté qu'on utilise d'une manière ou d'une autre, les personnes vont atteindre la mesure du panier de consommation dans le meilleur des cas, éventuellement en 2023, là, pas présentement. Mais ça reste que c'est encore une situation de précarité et de vulnérabilité sociale. Donc, on parle pas de gens qui sont gras durs, mais de personnes qui peuvent acheter l'essentiel et participer un peu socialement. Donc, peut-être avoir accès un peu plus à la culture, avoir plus de facilité à accéder au transport, etc. Donc, on n'est pas encore dans une vie confortable, mais on est dans une certaine sortie de la pauvreté. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un côté éducatif? Tu sais, on parle souvent de pauvreté, mais en même temps, il y a comme... peut-être l'éducation, comment peut-être acheter plus intelligemment ou mieux se nourrir ou avoir des aliments qui sont plus économiquement viables puis ils vont faire un meilleur travail, si on parle comme ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur les personnes en situation de pauvreté, justement parce que il y a un certain poids de préjugés, je dirais, sur le fait que c'est des personnes qui s'organisent pas bien ou qui prennent pas nécessairement les meilleures décisions pour eux. Mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, pour bien se nourrir à peu de frais, il faut avoir des ressources, par exemple, des ressources en matière de temps. Si on pense aux travailleurs qui travaillent au salaire minimum, donc qui ont un revenu quand même limité, mais qui travaillent 35 ou 40 heures semaine, c'est pas nécessairement des gens qui vont avoir le temps de faire tremper leurs légumineuses, de couper des légumes pendant 1h30 chaque soir, pendant que les enfants ont faim autour. Et de faire 3 magasins pour avoir les meilleurs. De faire 3 supermarchés, trouver les coupons, tout ça, c'est quand même des stratégies qui prennent du temps. Donc, pour les personnes dans l'aide sociale, ils n'ont pas nécessairement les moyens même de se rendre à l'épicerie dans 3 épiceries différentes en termes de transport. Puis pour les personnes qui travaillent au salaire minimum, ça demeure des stratégies qui sont coûteuses en temps. Donc, c'est pas nécessairement tout le monde qui ont eu accès à des connaissances spécifiques en lien avec la cuisson de ces aliments-là, puis qui ont le temps
temps pour apprêter là, des aliments qui demandent plus de temps. Qu'est-ce que c'est, d'après toi, Anne-Marie, d'après le regroupement, où est-ce qu'on doit agir? Parce que, écoute, on regarde ça puis on ne sait pas par quel bout prendre ça. Là. C'est compliqué parce qu'il y a les problèmes de santé mentale, il y a les problèmes de revenus, il y a les problèmes peut-être d'encadrement ou de regroupement, d'aider les gens. Oui. Par où on part? Par où on part? C'est sûr que pour nous, la lutte aux inégalités sociales, c'est un point de départ qui est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays riche où il y a des richesses collectives, mais on a un problème de redistribution. Ouais. Donc, il y a un manque de redistribution du travail. Si on veut, il y a beaucoup de gens qui sont sans emploi, beaucoup de gens qui travaillent trop. Peut-être qu'on pourrait se redistribuer le travail et être tous plus heureux. Il y a un problème de répartition des richesses éventuellement. Donc, pour nous, ce problème-là est à la base. La pauvreté, c'est pas juste une question de revenus, il y a aussi la question de l'inclusion dans la société. Donc, souvent, être pauvre, c'est aussi être exclu. Fait qu'il y a un travail d'inclusion à faire. Puis quand on parle d'un travail d'inclusion, c'est de valoriser des formes de participation à la société qui ne passent pas nécessairement par le travail salarié à temps plein, mais d'autres façons de contribuer à la société. Puis en ça, pour nous, le modèle du revenu minimum garanti, il peut être intéressant parce qu'il valorise justement les personnes en tant que citoyens d'abord. Il leur donne un revenu suffisant pour vivre. Puis ensuite, les personnes ont le loisir, si on veut, de s'impliquer et d'occuper leur vie, mais sans le stress de la survie. Donc, ils pourraient s'impliquer parce qu'au final, les humains, on a besoin de se sentir utile, on a besoin de faire du sens de notre vie, mais sans avoir le stress de ne pas être capable de manger ou sans aussi le stigmate associé à l'aide sociale actuellement. Et est-ce qu'on a les moyens? On entend toutes sortes de... Tu sais, c'est certain que tout le monde est pour les... Tous les principes et tout le monde est pour cette société-là le plus juste possible. Ça. Est-ce qu'on a les moyens? Parce que d'un côté, on nous dit c'est pas possible, les entreprises ne pourront pas, ou en tout cas les gens ne pourront pas, le gouvernement ne pourra pas financer ça. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a beaucoup de gaspillage. Si on a les moyens, je pense que si on regarde collectivement les finances publiques, comme on les traite présentement, on a les moyens de faire des augmentations majeures de salaire pour les médecins, on a les moyens de faire des subventions majeures à l'entreprise privée, on a les moyens de subventionner une industrie minière qui va laisser les terres désolées et polluées. Donc, il y a certains choix qu'on fait socialement qui sont des dépenses qui ne nous reviennent pas toujours, alors que de donner un revenu suffisant à des personnes qui sont en situation de pauvreté, c'est de l'argent qui finalement va recirculer dans la société. Donc, ces personnes-là vont acheter des biens et services, vont louer un appartement, vont acheter une maison. C'est de l'argent qui reste au niveau de la société. Donc, c'est pas dans un compte offshore, dans un paradis fiscal. C'est vraiment de l'argent qui reste dans la société. Donc, finalement, ça contribue à la richesse collective de donner à tout le monde les moyens de participer à part entière dans la société. Puis, en termes de santé mentale, ben là, on en a peu parlé à date, mais c'est sûr que l'impact est immédiat. Si je peux juste me permettre quelques citations. Oui, bien sûr. Juste des citations chez les jeunes. C'est des citations qui viennent d'un rapport qui a été fait sur le Centre du Québec, le lien entre la santé mentale et la pauvreté. Il disait que la détresse psychologique des jeunes, la perception de leur santé mentale comme étant passable ou mauvaise et la présence d'idées suicidaires tendent à augmenter lorsque le revenu des parents diminue. Il disait aussi qu'en 2005, la détresse psychologique des jeunes défavorisés était de 11 % par rapport à celle des jeunes mieux nantis qui était de 4 %. Le taux d'hospitalisation pour les troubles mentaux était significativement plus élevé parmi les jeunes les plus défavorisés. Puis là, on parle de 127 % plus élevé chez les garçons et 37 % chez les filles. Donc là, on pourrait sortir et grainer des statistiques comme ça. Mais ce qu'on sait, c'est que de laisser aller la pauvreté, la précarité, c'est finalement, on paye ça en coût de frais de santé mentale plus tard, alors qu'on pourrait intervenir vraiment au niveau des conditions de vie pour les personnes. Puis ça ferait une nette différence au niveau de la santé mentale. Il faut investir dans le capital humain. Oui, il faut investir dans certains bâtiments puis dans certaines entreprises, je peux comprendre, mais aussi, il ne faut pas oublier le capital humain, comme tu dis. Oui, c'est ça. Dans le fond, donner aux gens les conditions de vie pour qu'ils puissent s'émanciper, pour qu'ils puissent avoir des vies pleines et riches, avoir des vies dignes. Puis ça, c'est sûr, c'est une condition de base pour avoir une santé mentale plus solide. Les gens qui veulent s'impliquer ou qui veulent donner leur appui au regroupement, est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a une façon de vous signifier leur appui? Oui, tout à fait. Au regroupement, je dirais, c'est sûr qu'on a une vie associative avec nos membres qui est assez riche, donc il y a peut-être des organismes communautaires qui s'identifieraient potentiellement à l'alternative, qui ont envie de nous joindre. Chaque année aussi, on organise le 10 octobre ou alentour du 10 octobre, qui est la Journée mondiale de la santé mentale. On organise la Journée de l'alternative en santé mentale. Autour de ça, on a un site Internet qui s'appelle J'ai une histoire, donc c'est jeunehistoire.com, où est-ce que les gens peuvent aller livrer des témoignages sur les liens entre leurs conditions de vie et
leur santé mentale. Puis, on va aussi organiser une tournée d'éducation populaire dans différentes régions du Québec cet automne autour de la question des conditions de vie, des dénis de droits que les personnes vont vivre et la santé mentale. En terminant, Anne-Marie, peux-tu nous mentionner le site web des gens qui veulent justement en apprendre plus sur votre regroupement? Oui, c'est le www.rrasmq.com. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Mais ça m'a fait plaisir. Bonne continuation. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604, 514-990-9604. Voici maintenant dû au Bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu nous proposes de survivre aux personnalités difficiles. Tu nous vises pas, j'espère. Non, en fait, c'est en milieu de travail. Ouais. Parce que, pour utiliser un terme québécois, on pourrait dire qu'en milieu de travail, il y a beaucoup de bitchage. L'article s'appelle « Travail ». Comment survivre aux personnalités difficiles. C'est vrai, ça devient difficile. Ou de manière polie, beaucoup de vacherie. Si tu veux. Oui, ça peut être un microcosme, hein, le travail. Du meilleur comme le pire. Ouais. C'est un article que j'ai pris sur Internet sur le site psychologie.com et c'est écrit par Mme Margot Rambert, qui est journaliste et psychologue française. Et on voit qu'en France, ça se passe pas mal pareil comme ici. Elle nous dit « Chef paranoïaque, collaborateur manipulateur, collègues sujettes aux crises de nerfs, clients odieux ou anxieux, certaines personnalités pourrissent notre vie professionnelle. Dans le fond, elle est gentille, votre collègue Louise, mais qu'est-ce qu'elle vous horripile? Toujours à vouloir être au centre de l'attention, à en faire des tonnes. Difficile d'en placer une, tant elle parle d'elle. À constamment jacasser et tout dramatiser, elle transforme la vie de bureau en show. Sa productivité, en revanche, frise le zéro. De l'autre côté, Roger est à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il arrive, ce n'est jamais de sa faute. Il interprète mal la moindre remarque, croit constamment que l'on complote contre lui et que l'on veut prendre sa place. Il vous stresse autant qu'il vous agace. Antoine, lui, a peur de tout. Mal faire, ne pas savoir, souvent démoralisé, il est sans cesse inquiet, indécis et il rechigne à prendre des responsabilités. Vous oscillez entre tenter de le secouer et capituler. À l'étage du dessus, Sophie, assez pénible, guère aimable et plutôt froide, veut tout contrôler. Elle est obsédée par la perfection. À pinailler sur le moindre détail, les projets n'avancent plus, d'autant plus qu'elle n'aime pas déléguer. Côté motivation, celle de son équipe est à l'inverse de son exigence. Et puis, il y a finalement Virginie. Cette adepte de la résistance passive a le don de vous mettre hors de vous. Elle en fait le minimum, soupire en permanence, boude, ne participe pas aux décisions en réunion pour mieux les contester ensuite. Est-ce que tu as déjà vécu ça, Yvan? Oui, j'ai souvent observé des choses dans le milieu de travail, ça c'est certain. Là. Oui, effectivement. Le point commun entre Louise, Roger, Antoine, Sophie et Virginie, tous sont des personnalités, entre guillemets, difficiles, avec qui il est compliqué de travailler. Épuisants, irritants et stressants, ils empoisonnent notre vie professionnelle et nous rendent parfois dingues. Les emmerdeurs de bureau monopolisent nos pensées et nos conversations. Quand ils ne viennent pas hanter nos nuits, on entendra dans notre tête « J'ai un client totalement parano » ou « Ma pauvre, quelle hystérique ta patronne, comment fais-tu pour rester ?» ou encore « Mon collègue est un obsessionnel » ou encore « Je crois que c'est un pervers narcissique ». C'est notre système de défense. Mettre les gens dans une case nous rassure, explique Hélène Vecchiali, qui est coach de dirigeants et ancienne psychanalyste. Nous pensons ainsi les contrôler puisque nous savons à quoi nous attendre avec eux. Sauf que nous pouvons aussi leur coller une mauvaise étiquette. Pensez par exemple que quelqu'un est paranoïaque alors qu'il vient de vivre un événement vraiment terrible. Il faut dire que dans les entreprises plus grandes, souvent, il peut y avoir des types un peu dérangeants, mais il y a souvent un service de ressources humaines qui vient avec, alors que dans des entreprises plus petites, c'est là que peut-être on est pris finalement avec l'entourage, puis on peut pas faire grand-chose. Oui, puis il faut aussi dire que ça se peut que ce soit nous autres aussi qui irritent nos collègues sans qu'on le sache. Oui, ça peut arriver aussi. Oui. Nous choisissons rarement nos collègues de travail.
Les incompatibilités d'humeur sont donc fréquentes. Mais même si nous avons tendance à mettre d'emblée ceux avec qui nous ne nous entendons pas dans la catégorie des nuisibles, ils ne le sont pas forcément. Certains très pesants pour nous sont bien tolérés par d'autres. Ainsi, un perfectionniste peut être aussi apprécié que détesté. Madame Céline Verlet, qui est psychologue clinicienne et psychologue du travail, nous dit « Coller trop rapidement des étiquettes nous enferme dans notre propre lecture de l'autre. » Elle propose aux entreprises une formation intitulée « Gérer les personnalités difficiles ». Remarquez, c'est un article français. Ici, on dit « Manager les personnalités difficiles ». Comme quoi, les Français ont leurs anglicismes à eux. Ouais. Elle nous dit « En ne voyant que l'aspect qui nous pose problème, nous allons provoquer inconsciemment l'attitude qui nous déplaît. Ne pas jouer au psy au bureau, donc. En revanche, tenter de comprendre les casse-pieds peut aider à trouver une manière d'agir plus adéquate. » Madame Rambert nous dit « Soyons honnêtes, qui n'a jamais été pénible au bureau? Un épisode de vie tumultueux et nous voilà les nerfs à vif, prompts à nous emporter, à imaginer que nos collègues se sont ligués contre nous ou à procrastiner totalement démotivés. Il nous arrive à tous d'être des boulets pour les autres. Pour qu'une personnalité soit dite difficile, Madame Verlet nous dit « Il faut que l'individu fasse preuve de comportements inadaptés et répétés fréquemment et que ceci soit véritablement gênant pour le collectif et pour le travail. » Alors, je vais m'arrêter ici. On va poursuivre effectivement à l'Espresso allongé sur ce même sujet-là, survivre aux personnalités difficiles. C'est une belle réflexion, effectivement. Merci Pierre. Demeurez des nôtres à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaboratrice Ève Cardinal est des nôtres et nous propose son sujet « Isolement, solitude et santé mentale ». À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec « Survivre aux personnalités difficiles ». Vous entendrez aussi en chanson « La vie à deux » de Zaza Fournier et Sarah de Alyosha. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous? Écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problèmes de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. La santé mentale est un vaste monde. Suivez nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. J'ai le bonheur d'accueillir Ève Cardinal. Bonjour Ève. Allô Yvan. Bonjour, c'est toujours un plaisir de te recevoir, une chroniqueuse à notre émission depuis quand même un bon bout de temps. Ben oui, presque 2 ans. Ouais, quand même, hein, ça passe vite. Et tu nous amènes des très bons sujets, puis tu vas nous amener sur une piste qui est intéressante aujourd'hui. Là, on parle de solitude et on parle d'isolement. Mm-hmm. C'est deux fléaux, en fait, qu'on voit beaucoup dans notre société. Comment tu vas aborder le sujet? Bien, en fait, on pourrait commencer, si tu veux, Yvan, par parler de la différence entre la solitude et l'isolement. Et d'abord aussi de parler de ces phénomènes-là, hein, parce que, tu sais, avec l'avènement des réseaux sociaux dans notre société moderne, on pense des fois qu'on n'est pas isolé ou seul. Puis on va en venir avec cette nuance-là entre la solitude et l'isolement, comme je le disais. Mais oui, c'est un fléau de plus en plus répandu. Les gens ont tendance à s'isoler volontairement ou involontairement. Et on va le voir tantôt, ça peut créer des impacts autant psychologiques que physiologiques. Et ça commence de plus en plus à être
prouvé. Et avec le vieillissement de la population, mais aussi les nouveaux arrivants, les familles monoparentales, tout ça. En tout cas, bref, ça peut avoir beaucoup plus d'impacts sociaux qu'on peut se l'imaginer. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser avant que les technologies s'amènent, on se disait on va avoir un monde connecté avec plein de façons de rentrer en contact avec les gens, mais ce qu'on remarque, c'est peut-être les gens sont comme, malgré la facilité de rentrer en communication, sont moins portés à faire des contacts humains directs, entre autres. Hein? Oui, exactement, parce qu'on est porté à rester, bon, disons, on est derrière son écran et tout, on a l'impression qu'on est entouré, mais le sentiment de communauté, de solidarité est de moins en moins évident, notamment au Québec. Hein, il y a des études qui le disent qu'on a perdu un peu ce sens-là de la communauté, peu importe c'est quoi là, les raisons sociologiques. Donc, oui, c'est un phénomène qui est quand même assez intéressant puis que ça vaut la peine d'en parler parce que ça a des impacts sociaux et psychologiques assez importants dans notre société. Mais d'abord, selon toi, Yvan, c'est quoi la différence entre la solitude et l'isolement? C'est pas si évident que ça. Non, je ne pourrais pas te répondre comme ça. Effectivement, ça semble similaire. Donc, tu vas sûrement nous éclairer là-dessus. Bien, totalement, parce qu'en fait, oui, c'est similaire, c'est des choses connexes. La solitude, dans le fond, c'est un état d'esprit. La solitude, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Être seul, apprivoiser sa solitude, avoir son intériorité, si on veut, c'est pas en soi négatif. Hein, même à un enfant, on peut lui montrer qu'être seul, des fois, c'est pas quelque chose qui est horrible et tout, c'est s'apprivoiser soi-même. Là où le sentiment où l'état de solitude devient problématique, entre guillemets, ou devient qui a des impacts sur un individu ou une collectivité, c'est quand on parle d'isolement. L'isolement, c'est quoi? L'isolement social, c'est un manque de communication. Ça peut être avec sa famille, ça peut être avec ses amis, ses voisins, ses collègues ou autres. Et souvent, c'est le résultat là, d'une différence qui est trop importante de points communs. Ça peut être au niveau de son entourage immédiat, la religion, une maladie, un handicap, des points de vue différents, une coupure avec sa famille, ses parents, la toxicomanie et des problèmes de santé mentale. Bref, ça peut être un amas là, de causes, si on veut. Il y a d'autres causes aggravantes aussi. Il y a des deuils, il y a des séparations. Des fois, on vit une peine d'amour, un deuil, on a tendance à s'isoler. Et c'est là que ça devient problématique parce qu'il y a le repliement sur soi. Donc là, on ne parle plus à ses amis, on ne parle plus à son entourage, on ne parle plus à ses voisins. Et ça crée une situation qui peut générer énormément d'anxiété et de dépression chez la plupart des individus et également des conséquences physiologiques. Hein. On dit, il y a une étude là, en Grande-Bretagne, en Angleterre, qui a été réalisée que l'isolement augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'ACV, d'AVC. Oui. Également de diabète, également aussi de mortalité. Donc, vraiment, ça a des impacts plus vastes là, que ce qu'on peut penser. Et en général, c'est plutôt rare, ça existe, là, des gens qui choisissent d'être seuls, pendant un bout en tout cas, mais en général, les gens subissent la solitude. C'est rare que les gens veulent rester seuls complètement. C'est par petite période peut-être, mais effectivement, ça devient un mal ou un problème. Là. Bien, tout à fait. Comme tu le dis, oui, la solitude, on peut la choisir et l'apprivoiser. L'isolement, c'est très rare qu'on le choisit. C'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, on est en période de vulnérabilité extrême et puis ça engendre, comme je l'ai dit plus tôt, là, des conséquences. Donc, comme tu dis, effectivement, on choisit rarement là, d'être isolé. Puis, à long terme, hein, je veux dire, il y a un article là, qui a paru dans l'actualité récemment qui s'intitulait « Mourir seul ». Et souvent, ce sont des gens qui sont extrêmement isolés pour toutes les causes là, que j'ai nommées précédemment. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir si on est isolé, mais c'est-à-dire que ce n'est pas un état d'être là, qui est favorable, disons, à un développement optimal, que ce soit psychologique ou physique. Et on constate aussi que dans les villes, particulièrement, on parle de Montréal, par exemple, où nous sommes, il y a beaucoup de gens seuls. Il y a, je pense qu'on nous disait au-dessus de 40% de gens qui vivent seuls. Il y a des contacts sociaux, mais il y a beaucoup de gens, effectivement, qui vivent cette solitude-là. Non? Tout à fait. C'est un phénomène aussi, oui, qu'on retrouve beaucoup dans les grandes villes, comme tu le mentionnes, mais tu serais surpris. Et puis, en tout cas, on en parlera tantôt avec pas le différent sujet, mais où est-ce que je veux t'amener. Il y a aussi un phénomène d'étalement géographique en milieu rural qui fait en sorte que des fois, on pense que les communautés dans les petites villes, dans les villages, sont plus proches nécessairement et donc souffrent moins d'isolement. Ce qui est un peu vrai, mais ce qui n'est pas totalement
tellement vrai parce que des fois, l'étalement géographique fait en sorte que les gens se retrouvent où il y a des nouveaux arrivants dans les villages. Ouais. Les nouveaux arrivants, c'est des gens qui prennent leur retraite, mais qui ne connaissent personne, qui peuvent faire en sorte que les gens vivent de l'isolement. Donc, mais comme tu dis, oui, effectivement, c'est prouvé dans des études que c'est plus présent dans les grandes villes. Il y a heureusement des solutions où il y a des gens qui viennent en aide aux gens seuls ou des gens qui sont isolés, parce que t'es chroniqueuse ici depuis quand même un bon bout de temps, mais tu interviens aussi au niveau d'un mouvement bien intéressant. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, là. Bien oui, j'ai le grand plaisir, en fait, de travailler pour le Réseau québécois de villes et villages en santé, qui est un organisme qui promouvoit, en fait, les saines habitudes de vie, que ce soit au niveau psychologique ou de l'activité physique, de la saine alimentation, etc. Mais je ne sais pas si tu connais la fête des voisins, Yvan? Non, je n'ai pas entendu parler, mais je pense que vous montez ça, justement, de façon annuelle, je pense, hein? Exactement, depuis 2006, la fête des voisins est partie, en fait, c'est un concept que le Réseau québécois de villes et villages en santé a exporté de la France. Donc, la fête des voisins a commencé à la fin des années 90. C'était suite là, à une grosse canicule qui avait eu lieu en Europe. Et il y a une dame âgée qui est décédée toute seule dans son appartement sans que ses voisins s'en rendent compte. Donc, ça a pris des semaines, en fait, avant qu'on la découvre. Et le conseiller municipal, à cette époque-là, à Paris, je crois qu'il était médecin de formation, si je ne me trompe pas, s'est dit, mais ça n'a pas de bon sens qu'aucun voisin, qu'il y ait des gens qui meurent seuls dans leur appartement, isolés comme ça. Et il a créé la fête des voisins. Et au réseau, en fait, on l'a exporté depuis 2006. Donc, comme tu dis, depuis ce temps-là, la fête de voisins a gagné en popularité. Il y en a partout au Québec. Maintenant, je pense plus de 200 municipalités. Ça ne se passe pas nécessairement à la même date, là. C'est c'est toujours la même date? Donc, c'est toujours en juin, finalement, ou dans ces environs-là, à chaque année? Les 2 premières semaines de juin, normalement, dépendant des années. De la fête des voisins est née la campagne Voisins solidaires, qui est une campagne qui se veut vraiment de sensibilisation, de mobilisation citoyenne pour dire, hey, tu sais, je veux dire, pour vaincre l'isolement, pour vaincre la solitude, OK, ça fait partie d'un réseau, puis pourquoi pas, en fait, se parler entre voisins ou communiquer ou entretenir, en fait, des relations de voisinage en santé. Et ça, là, Yvan, ça veut pas dire de devenir meilleur ami avec son voisin, de partager sa vie, de manger une fondue à chaque samedi soir avec son voisin, là. Ça veut dire, pourquoi ne pas dire bonjour à la personne à côté? Pourquoi, par exemple, moi, disons qu'on a une jeune famille, pourquoi les voisins ne s'entraideraient pas? On peut prêter un outil de temps en temps, il y a différents degrés à ça. Donc, c'est une campagne comme ça qui offre des outils. Que ce soit via son Justement, site parlant Internet. d'outils. Oui, exactement. On peut en passer, mais on peut en recevoir. Tout à fait. Sans se figurer. Tout à fait. Et puis, c'est ça. Donc, de favoriser des échanges qui visent à briser cet isolement-là parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'isolement, ça vient souvent d'un manque de communication avec collègues, parents, amis, voisins. Donc, le côté santé mentale, ça aide aussi. Je ne sais pas si vous avez cet enjeu-là. Tout à fait. Parce que c'est un fléau aussi d'avoir des problèmes de santé mentale et d'être peut-être pointu du doigt ou peut-être justement que les voisins ne veulent pas trop parler aux gens qui ont ce genre de problématiques. En fait, c'est de favoriser justement la déstigmatisation, l'ouverture d'esprit. Et souvent, l'isolement, là, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas juste physique. Justement, ça a de graves répercussions psychologiques, notamment sur l'anxiété. Il y en a beaucoup qui s'isolent aussi parce qu'ils sont en choc post-traumatique. Il y a toutes sortes de raisons. Puis, écoute, la solidarité du voisinage, là, ça peut faire des miracles. Hein. Ça peut faire des miracles pour les jeunes familles, comme je l'ai dit, les aînés, les nouveaux arrivants, pour les proches aidants et pour la santé mentale. Donc, c'est dans cette optique-là là, que je fais cette approche-là aujourd'hui, que je le présente en tant qu'alternative intéressante pour vaincre cet isolement-là qui est souvent dû aussi à des problématiques de santé mentale. Oui. Quels seraient les premiers pas pour justement les gens qui veulent peut-être entrer dans le mouvement? C'est un mouvement, c'est une bonne nouvelle. Dans le fond, c'est quelque chose qui ne coûte pas une fortune, mais c'est juste de convaincre les gens, un peu comme à l'époque de participation, on se disait aux gens, bougez un peu, faites de l'exercice, puis on laisse un peu ouvert les idées, mais comment on peut embarquer dans le mouvement, si on veut? En fait, comme tu le dis si bien,
Yvan, c'est en fait cette campagne-là cherche à susciter un changement de guillemets de mentalité. C'est comme le défi j'arrête, j'y gagne, le défi 30-30, le défi sortir, bouger. Dans ce cas-là, c'est le défi voisinage en santé. Donc, comment ça marche? C'est de s'informer. Hein? Donc, il y a un site Internet là, qui est voisinsolidaire.ca qui offre plein d'outils. Des fiches, hein? Donc des fiches conseils. Là, il y a le voisin débutant, là, il y a le voisin bienveillant, puis il y a le voisin rassembleur. Donc, comme j'ai dit tantôt, on peut juste être débutant puis dire « Hey, salut, ça va? » On peut être bienveillant puis dire « Bon, il y a une dame plus âgée, disons, on voit qu'il y a une tempête de neige, elle a de la difficulté à sortir, on peut aller donner un petit pelleté. Puis il y a le voisin rassembleur, ben ça va jusqu'à organiser des fois un événement et des choses comme ça. Donc, mais il y a toutes sortes d'outils sur le site Internet. Puis c'est surtout de sensibiliser aussi, comme on dit en bon québécois, de passer le mot. Ouais. Et après ça aussi, il y a deux autres aspects à cette campagne-là. C'est que le réseau québécois, qui travaille beaucoup avec les élus municipaux, en fait, est en train présentement et va faire travail auprès des municipalités aussi pour que les municipalités, via leur politique familiale, adoptent des mesures qui peuvent aider cette campagne-là et faire la promotion aussi de saines habitudes de vie au niveau de la santé mentale, donc au niveau d'un voisinage en santé. Et il y a les organismes aussi, les organismes communautaires là, qu'on approche, notamment beaucoup d'organismes là, en matière de santé mentale qui sont prêts à embarquer là, dans cette campagne-là, justement pour vaincre cet isolement-là social. C'est un beau projet, c'est vraiment extraordinaire. J'aimerais qu'on mentionne, ça passe extrêmement vite, toujours agréable d'entendre des bonnes nouvelles. Mais peux-tu nous rappeler le site web? Je pense que c'est la porte d'entrée pour pouvoir justement en savoir plus sur ce que vous faites. Donc, quel est le site web? C'est le www.voisinsolidaire.ca, donc voisin solidaire au pluriel. Puis vraiment, là, c'est une bonne porte d'entrée. Puis toujours, sans vouloir faire notre publicité, on est toujours prêt à répondre aux citoyens, aux municipalités, aux organismes pour faire avancer ce beau projet de vie-là, ce beau projet social. Excellent. Merci beaucoup, Ève Cardinal, d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. Merci. À la prochaine. À bientôt. Au revoir. Bye. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, survivre aux personnalités difficiles, toujours en compagnie de Gilles Malo et de Pierre Laporte. Ben oui, un article qui s'appelle Travail, au travail, comment survivre aux personnalités difficiles. Faut aussi dire, Pierre, qu'on ne peut pas susciter l'unanimité non plus tout le temps. C'est toujours délicat. Et j'ai choisi ce sujet parce que, évidemment, les relations entre les personnes qui travaillent ensemble ou les patrons, ça conduit à des burn-out. Oui, ça peut devenir lourd. Hein? Ouais. On passe des fois plus de temps au travail que chez soi, fait que ça devient lourd. Là, c'est un article écrit par Mme Margot Rambert, qui est journaliste et psychologue française. Alors, je continue ma lecture. Faut-tu dire, Pierre, il y a comme une variation entre des incompétents et des fous furieux. Il y en a qui sont vraiment, tu sais, je veux dire, pas vivables. Mais il y en a qui peuvent être les deux. Ils peuvent être compétents puis très difficiles. Et très exécrables. Hein? En tout cas, je poursuis ma lecture. Madame Rambert nous dit « Quand surgit la crise de fureur ou d'angoisse, nous prenons du temps pour calmer le jeu. » Madame Verlet nous dit « Bien sûr, nous devons être attentifs aux personnes, mais en évitant d'entrer dans leurs états d'âme. L'entreprise n'est pas un cabinet de psychothérapie. Nous perdons souvent de vue la raison pour laquelle nous sommes là. Travailler, se recentrer sur ses tâches et recentrer l'autre sur les siennes peut être très aidant. Rester très pro, en somme, et garder une certaine distance pour ne pas se laisser entraîner dans les lamentations du geignard de service ou dans les tentatives de séduction, souvent factices, d'une personnalité hystérique. Et côté gérance, occupé par le travail, une pie, comme on dit au Québec, aide à couper court à son bavardage permanent. Par exemple, préparer la journée d'un collaborateur très stressé et lui donner des missions au fur et à mesure pour qu'il ne se sente pas submergé le rassure. Détailler par écrit les tâches d'une personne paresseuse en lui demandant une réponse écrite quant au planning à tenir permet de poser un cadre plus motivant.
Inutile en revanche de dire à un perfectionniste qu'il perd du temps à tout vérifier, à un phobique qu'il est inutile de s'angoisser ou à un hystérique qu'il ne sert à rien de s'énerver. Madame Vecchiali nous dit « L'autre le sait très bien, mais c'est plus fort que lui. » À bannir également les moqueries tentantes, tant ces personnes peuvent être irritantes et qui leur feraient penser qu'elles souffrent d'une pathologie. Une critique doit rester factuelle et bienveillante. De même, il vaut mieux éviter d'exacerber leur côté négatif. Rien ne sert de piquer au vif un paranoïaque. Les représailles peuvent être terrible ou de faire paniquer un anxieux en se montrant soi-même affolé ou négatif. Ça peut être le fun, par exemple. Oui, mais il faut s'abstenir parce que ça va empirer les choses. Non, et des fois, ces gens-là sont extrêmement compétents, donc on ne veut pas perdre ces employés-là non plus. Non, je faisais juste blaguer là, dans le sens que... Madame Verlet, qui est psychologue du travail, nous dit « Mieux comprendre la façon dont réagit l'autre aide à prendre de la distance. Et pour les patrons, à mieux organiser le travail. Ces personnalités nous agacent tellement que nous avons tendance à oublier que derrière leur comportement exaspérant se cachent aussi de nombreuses qualités. » Comme tu le disais un peu tantôt, Ghislain. Oui. Prenons quelqu'un d'obsessionnel. On évitera de lui confier un dossier urgent dont les détails doivent être négligés, au risque qu'il fasse une syncope devant si peu de rigueur. Mais on pourra compter sur son œil très scrupuleux pour des relectures et des vérifications. Un anxieux anticipe les risques mieux que personne. Il constitue une aubaine pour une compagnie d'assurance. Les personnalités à tendance hystérique qui excellent dans la séduction et la mise en avant d'elles-mêmes sont de très bons comédiens, commerciaux ou communicants. Et les rêveurs un peu tête en l'air, des créatifs souvent doués. Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut effectivement asseoir la bonne personne dans la bonne chaise, comme on dit. Hein? C'est ça. Oui. Madame Rambert nous dit, si un collaborateur est difficile, c'est peut-être simplement parce qu'il est à la mauvaise place. Exactement. Madame Verlet nous dit, un phobique sera beaucoup plus angoissé en début de projet où les changements vont vite que dans une structure mieux encadrée. Et lorsque le quotidien s'avère vraiment insupportable, si l'autre ne change pas son comportement, il reste à lui dire que nous ne pouvons plus tolérer ses agissements, nous dit Mme Vecchiali, qui est coach de dirigeants. Quand il devient impossible de travailler avec un collègue et que quitter l'entreprise n'est pas envisageable, beaucoup se trouvent coincés et usés, à bout de force. Certains ne tiennent pas. Très souvent, dans l'environnement des personnes sujettes à un burn-out, on trouve des gens nuisibles autour. La seule solution, d'après Mme Rambert, ne pas rester seul et se rapprocher des ressources humaines et de ce qu'on appelle en France la médecine du travail. Oui. Mais encore faut-il avoir une entreprise qui a ça, que ce service-là. Oui. C'est pas toujours le cas. Oui, Mme Verlet nous dit que c'est d'ailleurs la responsabilité d'un patron de les faire intervenir lorsqu'une personnalité difficile déstabilise et démotive toute une équipe. Et s'il s'agit de notre supérieur, là encore, la médecine du travail et les ressources humaines. Celle-ci peut envisager un changement de poste ou, si plusieurs collaborateurs signalent un problème, un coaching pour le dirigeant. Ces personnalités dont on vient de parler sont souvent cependant en souffrance. Mme Verlet nous dit qu'elles gèrent mal leur angoisse. Celle-ci se décompense sous forme de comportements désadaptés. Les hystériques vont en faire beaucoup trop, les anxieux inhibés par la peur pas assez, les obsessionnels vont vouloir tout contrôler. Tous sont animés d'une volonté d'être aimés et reconnus, tel le perfectionniste qui espère que si son travail est parfait, il sera plus apprécié. Et je vais m'arrêter ici. L'article s'appelle « Travail, comment survivre aux personnalités difficiles sur Internet ». Merci beaucoup Pierre Laporte pour ce sujet. Merci Ghislain Malo également. Merci. Donc demeurez des nôtres. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca,
antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, on y va avec la nomenclature des chansons. Ghislain, on écoutait en début d'émission Top Model. Du groupe Mordicus. On a entendu Nouveau Riche. De Loud. Dans la deuxième demi, on a pu entendre La vie à deux. De la chanteuse Asa Fournier. Et à l'instant, Sarah. d'Alyosha. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical, à toi et à Pierre. Merci. Merci pour ta participation au micro également. Bien merci gentil. Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Et aussi pour tes blocs où tu nous as parlé de survivre aux personnalités difficiles. Je remercie notre invitée en début d'émission, Anne-Marie Boucher, qui nous a parlé de pauvreté et santé mentale. Et je remercie également notre collaboratrice F. Cardinal, qui pour sa part nous a parlé d'isolement, de solitude et santé mentale. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop